Qu'est-ce qui fait une nation? Une idée qu'on partage ou des racines communes? C'est une question fondamentale. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une bataille d'idées qui dure depuis plus de 2 siècles et qui, on va le voir, résonne encore très fort dans nos débats actuels. Et attention, cette question est loin d'être juste théorique. Elle a tracé des frontières, elle a déclenché des guerres, et elle continue aujourd'hui encore de forger nos identités. On a d'un côté l'universalisme, l'idée d'une humanité commune, et de l'autre, le particularisme, l'idée que chaque peuple est unique. Deux visions du monde qui semblent totalement irréconciliables. Alors tout ça commence avec un mot qu'on pense tous connaître par cœur, la culture. Sauf que derrière ce simple mot se cachent en réalité deux manières radicalement opposées de voir le monde. D'un côté, on a la culture, avec un grand C. C'est la culture des Lumières, des droits de l'homme, de la raison, des idées qui se veulent valables pour tout le monde, partout. Et de l'autre côté, on a ma culture, mes traditions, ma langue, mon folklore, bref, tout ce qui fait qu'un peuple est unique, qu'il ne ressemble à aucun autre. Bon, explorons d'abord cette deuxième idée, cette vision romantique, presque mystique, celle qui voit la nation comme une sorte d'âme collective, une entité qui a été façonnée par l'histoire, par la terre. Le mot-clé, le concept central ici, c'est le Volksgeist, un terme allemand qui veut dire l'esprit du peuple. L'idée, c'est que l'identité nationale, ce n'est pas un choix, c'est un héritage. C'est un peu comme une force organique, presque spirituelle, qui existe avant nous et qui nous définit, qu'on le veuille ou non. Et c'est le philosophe Herder qui a résumé ça de la manière la plus forte. Pour lui, le but n'est pas de juger une culture avec des standards universels, de dire si c'est bien ou mal. Non, le but c'est de l'accepter pour ce qu'elle est, dans son authenticité. Ce qui compte, c'est que c'est nôtre. Un point, c'est tout. Franchement, la pensée de Herder, c'est une véritable bombe qui explose en plein milieu du siècle des Lumières. Il dit qu'il n'y a pas de beau universel, pas de vrai universel. Tout est local, tout est spécifique. Il va même jusqu'à dire que la fameuse raison universelle des philosophes français, ce n'est rien d'autre qu'une forme d'impérialisme culturel. Une manière pour la France d'imposer sa vision du monde aux autres. Mais attention, au même moment, un contre-argument tout aussi radical est en train de naître, forgé dans le feu de la Révolution française. Et là, on est à l'opposé complet du Volksgeist. C'est l'idée de la nation-contrat. L'idée, révolutionnaire pour l'époque, que la nation n'est pas un héritage, mais un projet. Ce n'est pas une famille dans laquelle on est, mais plutôt un club auquel on choisit d'adhérer, sur la base de valeurs communes et d'une volonté de vivre ensemble. Bien sûr, pour les penseurs traditionalistes, cette idée est une horreur, une hérésie. Pour eux, cet homme universel, sans racines, sans histoire, c'est une abstraction qui ne veut rien dire. C'est une fiction, et même une fiction dangereuse, parce qu'elle nie tout ce qui fait de nous ce que nous sommes vraiment. En fait, pour eux, il faut carrément inverser l'équation. Ce ne sont pas les individus qui créent la nation, c'est la nation qui nous crée. C'est elle qui nous façonne, à travers sa langue, ses traditions, bien avant même qu'on puisse avoir une pensée consciente. Et puis arrive 1870. Et là, ce débat qui pouvait sembler très philosophique, très abstrait, eh bien il va exploser violemment dans le monde réel, autour d'un simple bout de terre. C'est la guerre franco-prussienne, bien sûr. Et avec l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne victorieuse, ce débat philosophique va se transformer en une confrontation brutale, une question de vie, de mort et de territoire. L'Alsace-Lorraine devant alors bien plus qu'un simple territoire. Ça devient le symbole, le champ de bataille où ces deux définitions de la nation vont s'affronter jusqu'au bout. Alors, du côté allemand, l'argument est simple, c'est la pure logique du Volksgeist. Des historiens comme Mommsen disent « Écoutez, les Alsaciens parlent en dialecte germanique, leur culture est germanique, donc ils sont des nôtres. » Pour eux, ce n'est même pas une question de sentiment, c'est un fait objectif presque scientifique. Et la réponse française, incarnée par l'historien Ernest Renan, elle est fulgurante. Pour lui, la langue, les origines, tout ça ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est la volonté. Et il a cette phrase magnifique. Une nation, c'est un plébiscite de tous les jours. C'est un désir de vivre ensemble qu'il faut renouveler constamment. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante et un peu tragique aussi. On va voir un paradoxe incroyable se mettre en place. Parce que, et c'est ça l'ironie tragique de l'histoire, en s'opposant de toutes ses forces au nationalisme allemand, une partie du nationalisme français va finir par lui ressembler comme deux gouttes d'eau. Il va adopter les mêmes arguments de sang et de sol qu'il était censé combattre. Écoutez bien cette citation, elle fait froid dans le dos. C'est un anthropologue français de l'époque qui écrit ça.
On voit bien comment l'idée allemande d'une identité déterminée par la race commence à s'infiltrer en France et à menacer de détruire l'idéal républicain de la nation contrat. Et tout ce conflit va littéralement exploser avec l'affaire Dreyfus. C'est devenu le procès de ces deux visions de la France. D'un côté, les Dreyfusards, qui défendent un individu et la justice universelle. De l'autre, les anti-Dreyfusards, pour qui Dreyfus est coupable avant tout à cause de ses origines. La France entière a été forcée de choisir son camp. On avance dans le temps. Après les traumatismes du XXe siècle, les deux guerres mondiales, on pourrait croire que ce débat est réglé. Pas du tout. Il ne disparaît pas, il change juste d'échelle. Il devient mondial. Juste après la Seconde Guerre mondiale, on assiste à un moment d'immense espoir avec la création de l'UNESCO. C'est vraiment le triomphe annoncé de l'universalisme des Lumières, l'idée d'une humanité unie par la raison pour que la barbarie ne se reproduise plus jamais. Mais ce bel idéal va très vite être remis en question, notamment par des anthropologues comme Claude Lévi-Strauss. Pour eux, cette idée d'une seule et unique civilisation, avec un grand C, c'est une vision très occidentale, très ethnocentrique. À la place, ils proposent un monde fait de cultures, au pluriel, toutes égales, toutes diverses, où la différence n'est pas vue comme un retard, mais comme une richesse. Et voilà, la boucle est bouclée. On a l'impression que l'idée romantique de l'authenticité culturelle, qui porte aujourd'hui le nom de diversité, a gagné la partie. Mais en célébrant les différences, est-ce qu'on n'a pas, sans le vouloir, rouvert le porte à ce même débat qui a déchiré l'Europe ? La question, elle, reste entière, et elle est peut-être plus brûlante aujourd'hui que jamais.